poser la question ce soir avec vous. Alors, de quoi on va parler? Je vais vous présenter le contexte qui m'a amené un petit peu à cette réflexion et à l'envie de convaincre mes compatriotes, surtout. On parlera de l'approche TDD, qui est fortement liée à cette façon de faire les tests unitaires. On verra ce que c'est qu'un test unitaire, finalement, et qu'est-ce qui fait qu'il est qualitatif. On listera les inconvénients et les avantages à tester unitairement les implémentations de notre code. Et enfin, on conclura finalement en répondant à cette fameuse question, tester, c'est douter? Alors le contexte, donc moi je bosse aussi chez Easy, manque d'originalité, je suis développeur back-end et je viens de terminer un gros projet d'ampleur pour la clinique Mania. C'est un projet qui a duré 2 ans et demi avec 3 à 4 TP parfois selon les rushs. Donc très gros projet qui a duré dans le temps. C'est une application de gestion et pour la clinique, donc d'application de gestion de données médicales. Et ça a son importance parce que y avait un gros besoin de fiabilité sur le code qui était implémenté. Au niveau de la découpe, on a un back-end écrit en Golang, comme Kenan en a parlé, et un front-end complètement découplé, écrit en Angular. Et ce petit monde discute via Web Service REST. Durant ces 2 ans et demi, on n'y est pas allé d'un coup. On a travaillé par itération selon la méthodologie agile, à nouveau j'imagine que vous connaissez. Le but du jeu étant, à chaque itération de 2-3 semaines, de développer des fonctionnalités, de récolter le besoin client pour les fonctionnalités suivantes et d'avancer comme ça, pas à pas, et de livrer du coup ce qui était fait en production. Cette méthodologie, elle a aussi un coût en termes de travail, c'est qu'elle demande beaucoup de refactoring. Si votre client il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut, ou il affine ses besoins, d'un sprint à l'autre, vous allez devoir refactorer beaucoup votre code, le retravailler. Donc dans le cadre de refactoring, les tests unitaires sont super intéressants. Et enfin, comme c'est un long projet, il y a eu pas mal de turnover, et on verra que les tests ils peuvent aider dans ce contexte-là. Alors je vous ai parlé du TDD, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est bêtement un cycle de développement. L'idée, ça va être de produire du code, donc notre implémentation, par petits pas. Et ça suit un cycle en 3 phases, tout simple. Tout d'abord, on va lire notre spec, et on va découper cette spec en toutes petites règles métiers. Et ces règles métiers, on va les coder en test unitaire, donc en petits tests. Alors ce test, forcément, si on le lance, il échoue, parce qu'on n'a pas encore fait l'implémentation du code qui permet de le résoudre. Donc directement après, la phase qui intervient, c'est l'implémentation. On code une implémentation la plus simple possible, dégueulasse, pas optimisée, tout ce que vous voulez. Le but du jeu étant de faire passer le test. Une fois qu'il a passé, par contre, là, on va travailler sur du refactoring, c'est-à-dire qu'on va optimiser le code, le mettre au bon endroit et éviter qu'il soit trop dégueulasse, quoi. Voilà. Alors, je vous parle de test unitaire, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un test unitaire? Je vous l'ai dit, l'idée c'est de tester une toute petite fonctionnalité, c'est ce qui fait qu'il est unitaire, et pour garantir ça, il va suivre une certaine pattern, une certaine structure. Cette structure, elle est dénommée AAA, pour Arrange, Act, Assert. Donc au début du test, ce qu'on va faire, c'est la phase d'arrange, on va générer des données complètement bidons, décorrélées de l'implémentation. Ensuite, il va y avoir la phase d'act. Simplement, on joue la méthode qu'on est en train de tester, on l'appelle. Et enfin, on va faire toute notre petite série d'assertions, c'est-à-dire qu'on va vérifier que notre code produit bien les effets attendus. Je vous l'ai dit, il faut qu'il soit unitaire. Ça garantit qu'il soit assez petit, donc facile à débugger, et facilement lisible et facilement maintenable. Il faut qu'il soit déterministe. Alors, déterministe, c'est simple. Peu importe le moment dans la journée et le nombre de fois que vous allez le lancer, il doit toujours vous produire le même résultat. Alors ça paraît évident, j'imagine, sauf que si vous avez du code qui dépend de l'heure de la journée, par exemple, vous pourriez avoir des effets de bord au moment où vous lancez votre test. Donc il faut veiller à ça et qu'il soit un maximum déterministe. Le jeu de données, donc dans la phase arrange, il faut qu'il soit absolument indépendant de l'implémentation. Pourquoi? Je vous l'ai dit, surtout dans le projet dont je parle, on est dans un contexte d'itération, donc avec un code qui est amené à changer beaucoup. Donc l'implémentation change. Si vous basez votre jeu de données que vous testez sur l'implémentation,
au moment où elle va changer, vous invalidez complètement votre test, non pas parce que la méthode que vous testez est fausse, mais parce que vous avez changé votre jeu de données. Donc l'idée, c'est vraiment de produire un jeu de données complètement dépendant qui ne sert qu'à ça. Les tests, il faut qu'ils soient maintenus et complétés. À nouveau, on est dans une phase agile, donc forcément votre code il va évoluer. Il y a des choses qui vont être supprimées, des choses qui vont être affinées. Vous devez faire évoluer votre jeu de test. Donc ça a un coût, mais c'est important. Il faut qu'il soit rapide aussi, parce que sur un projet d'ampleur, vous imaginez bien que plus vous faites des tests, et plus ils s'accumulent et plus les lancer peut être long. Donc il faut optimiser ces tests pour qu'ils soient suffisamment rapides pour être exécutés souvent. Ça c'est important, et quand je dis exécuter souvent, idéalement ça va être sur le poste du développeur avant qu'il mette son commit sur Git, mais également dans la CI, pour vérifier une ultime fois qu'il n'y ait pas de régression, que tout se passe bien. Et enfin, et c'est là que le bât blesse, il faut que la couverture soit pertinente. Et là, c'est très subjectif. Et je vais me baser à nouveau sur le contexte que je vous ai expliqué, c'est-à-dire un contexte agile avec du code qui change beaucoup, un contexte médical où on a besoin de fiabilité, également un contexte de turnover où on a des développeurs qui peuvent arriver et changer fréquemment sur ce projet. Et les tests, dans ce cas-là, nécessitent d'être très nombreux et de couvrir un maximum de code, à mon sens. Alors, désolé, vos yeux vont peut-être saigner, je vous ai mis du Go, encore que t'en avais mis aussi, donc ça va. Un petit test unitaire pour moi qui fait le boulot. Si vous regardez bien, on va retrouver les trois phases de la structure AAA, qui sont Arrange, Act, Assert, avec tout au-dessus, simplement en fait l'instanciation de données décorrélées de l'implémentation, avec un petit utilitaire qui s'appelle le sampler, qui ne sert qu'à ça. Il sert qu'à générer des données bidons, des patients bidons, des organisations bidons, tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a notre jeu de données, on va simplement solliciter la méthode du service, qui ici est Update Communication Message, c'est les transmissions ciblées. On joue le service qu'on teste, et directement après, on arrive sur la phase d'assertion, avec des tests qui peuvent être assez simples, qui sont liés au framework et au langage, et des tests un peu plus compliqués. Alors ici, on a un checkstruct. Ça, c'est un petit utilitaire qu'on a mis en place, qui permet de tester un objet résultat, et de vérifier que toutes les propriétés qu'on lui passe en paramètres matchent bien. Et l'intérêt de ce checkstruct, c'est que si vous avez oublié de tester une propriété de votre objet, il ne va pas passer le test. Et du coup, c'est super intéressant parce que vous changez votre implémentation, vous devez rajouter des champs, vous oubliez de maintenir votre test, ce qui peut arriver, surtout si vous commencez à en avoir une sacrée liste, il va râler et il vous obligera à faire la modif. On notera quand même, pour être un peu autocritique, qu'au niveau de la lisibilité, la petite phase Arrange, moi je la trouve pas terrible, je la trouve pas, franchement pas lisible. C'est le gros pâté là au-dessus. Il aurait mérité, pour faciliter la vie des autres devs et faciliter la vie du dev qui code le code, de simplifier avec une seule méthode, d'arriver à générer une entité bidon en une ligne, quoi. Donc voilà, petit bémol à ce niveau-là. On en arrive aux avantages et aux inconvénients d'une telle pratique, en commençant par les inconvénients. Et ce que j'ai souvent entendu, c'est le client ne voudra pas payer pour ça. Ce qui est vrai, en fait. Si vous lui présentez un devis avec une ligne test unitaire égale cerise sur le gâteau au niveau qualitatif, je pense que le client ira et il ne voudra pas ça, quoi. Mais c'est ça que j'ai essayé de vous montrer avec l'approche TDD, c'est que le fait de faire des tests, c'est pas faire des tests pour faire des tests, c'est une approche vraiment de développement qui devrait être incluse dans le fait de développer le code, qui est carrément lié à l'implémentation. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Un deuxième désavantage, c'est que c'est fastidieux. Et là, je dois être honnête, ouais, c'est chiant, ouais, carrément. D'où l'intérêt aussi du TDD. Parce que le TDD, si vous vous souvenez bien, on va commencer par le test. Donc déjà, et ce test va vraiment vous aider dans l'implémentation de votre code. Donc en termes de motivation, c'est déjà plus efficace. Si vous n'optez pas pour l'approche TDD, vous allez faire votre implémentation, ok, ça tourne pas trop mal, et vous arrivez à la phase où vous devez faire 10 tests unitaires pour tout vérifier. Je peux vous assurer qu'à 4 heures en fin de journée, ça va être compliqué, quoi, en termes de motivation. Une petite aide pour contrer aussi cet effet de fastidieux, simplifiez-vous la vie.
On l'a vu dans le code que je vous ai montré, faites-vous des utilitaires qui vous simplifient un maximum le boulot pour éviter ce côté fastidieux et redondant. Un autre gros désavantage de cette approche, c'est que le temps de développement, il est accru. Et ça, c'est vrai. Le temps de développement, tant le développement d'une fonctionnalité initiale que le fait de changer cette fonctionnalité. Et là, on est de l'ordre quasiment, on peut faire en x2. Hein. En toute honnêteté, c'est vraiment un temps accru. Alors, vous me direz, mais pourquoi faire ça? C'est du temps, on le verra, qu'on gagne par la suite. Ça demande de la rigueur. Si vous partez du principe que vous allez faire des tests pour faire des tests, et que vous allez utiliser Sonar et avoir un bel indicateur qui montre que votre code est bien couvert, mais qu'en fait, ils sont vides de substance et pas du tout réfléchis, oubliez, ne le faites pas. Hein. Vous perdez votre temps et vous ne pourrez pas vous appuyer là-dessus. Donc, ouais, demande de rigueur et de réflexion. Et de même, il faut que ça fasse consensus dans l'équipe. Si tout le monde ne joue pas le jeu, n'y s'y met pas à fond, vous ne pourrez pas vous appuyer concrètement sur ce jeu de test et vous perdez l'intérêt de cette pratique. Et enfin, notre silver bullet, ouais, ça ne va pas tuer un vampire. Et donc, vous n'êtes pas à l'après, même en ayant fait tout votre possible avec une super couverture de test unitaire, qui n'est pas un bug en production. Parce que on ne peut pas tout couvrir et puis il peut y avoir des aléas techniques. Mais il y a quand même des avantages, heureusement, sinon je ne vous en parlerai pas. Et le premier, c'est que vous allez, à mon sens, éviter un maximum de travail volatile. J'ai vu des développeurs qui font leur implémentation, et puis ils ont leur petit jeu de requêtes sur Postman, et ils y vont, hein. Et ça teste, ça rejoue tout ce petit monde, et ça va même voir sur l'UI que tout va bien. Ben c'est super, ça peut marcher, sauf que la prochaine fois que vous modifierez votre code, ben vous devrez faire exactement la même chose. Et en plus, vous aurez peut-être d'autres choses à prendre en compte pour éviter les régressions. Ça, c'est du travail perdu. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps et en plus, c'est tout aussi ennuyant que d'écrire des tests. Donc, pas d'intérêt, quoi. Gros avantage. Et là, je parle d'expérience, quand vous devez faire des modifs en prod parce qu'il y a un problème, vous êtes très heureux d'avoir une super couverture de test sur laquelle vous pouvez vous baser pour faire votre petite modif et livrer rapidement en production. Alors les hotfix, j'attire votre attention, vous pouvez les faire aussi en TDD, hein. Ça c'est génial, à savoir que vous allez avoir un bug qui apparaît. Le but du jeu, l'automatisme, j'ai envie de dire, qui devrait être en place, c'est d'essayer de répliquer ce problème via un test. Vous voyez qu'effectivement votre test échoue, donc vous avez trouvé le problème, votre test ne fait pas ce qu'il devrait faire en produisant le bug. Et le but du jeu dans votre patch, ça va être de faire passer ce test, puis de jouer tous les autres tests pour vous assurer que vous n'avez pas fait de régression. Et une fois que c'est fait, pompez-le up, hein, la CI fait le boulot et vous livrez en prod. C'est un confort dont j'aurais du mal à me passer. Dans un contexte agile, forcément vous avez beaucoup de refactoring, j'en ai parlé parce que les modifications changent beaucoup. Et là, clairement, vous rejouez vos tests, vous savez qu'il n'y a pas de régression à nouveau, hein, vous dormez tranquille, quoi. Alors la fiabilité, je suis désolé, c'est des chiffres qui viennent de Microsoft. Bon, en moins, ils sont spécialistes en bugs, donc ça c'est cool. Mais ils estiment que selon la complexité de projet, on est entre 40 et 90% de bugs évités. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin, voilà, c'est des chiffres qu'ils mettent à disposition, ce qui est pas rien, ce qui est carrément pas rien, sachant qu'un bug, si vous y réfléchissez, le fait de le signaler et de le traiter, ça prend énormément de temps, donc d'argent. Vous avez le client qui va vous contacter, vous passez par un chef de projet, par tout un process, et patati et patata, faut relivrer. Vous perdez un temps de malade. D'où le fait d'éviter cette phase-là, c'est carrément un gain d'argent. Et enfin, transfert de connaissances, je vous ai parlé un petit peu du turnover. Ouais, les tests peuvent carrément faire office de documentation. Vous me direz, ouais, mais du code, je peux le lire, je vais comprendre ce qu'il fait. Ouais. Sauf que, d'une part, votre implémentation, vous allez avoir toutes des composantes techniques qui n'ont rien à voir avec le métier, donc qui sont mélangées au code. Donc pour le comprendre, c'est pas spécialement évident parfois. Et en plus, vous n'êtes pas à l'après d'un bug, hein. Si vous lisez l'implémentation et que malheureusement ça a été mal fait, ce que vous lisez est peut-être pas forcément vrai. À l'inverse d'un test. Vous ne faites pas un test bidon parce que vous avez envie de le faire, vous le faites suivant une règle métier. Donc les tests unitaires vous disent vraiment ce que doit faire votre programme. Donc au niveau du transfert de connaissances, le nouveau dev, il arrive, il lit ça, ah ouais, ce test-là passe pas, donc ça devrait faire ça, ok,
bon, j'ai fait une régression, je corrige, et hop hop hop. Donc à mon sens, ça aide pas mal aussi à ce niveau-là. Et enfin, je conclurai en reprenant la question initiale, tester, t'es douté, et je répondrai par la maxime suivante, croise en Dieu, mais attache ton dromadaire. C'est-à-dire qu'on peut être très sûr de ce qu'on fait et trouver que ce qu'on fait est très basique, hein. Attacher un dromadaire, c'est pas très compliqué a priori, enfin le laisser gambader. Rien n'empêche de faire le test, quoi. Surtout par l'approche TDD, comme on l'a vu, qui apporte pas mal de choses. Dans le contexte que je vous ai expliqué, donc une application médicale en contexte agile, qui bouge beaucoup, avec beaucoup de turnover, la question pour moi, elle ne se pose pas, quoi. Il faut un maximum, une grosse couverture de test pour dormir tranquille. Pour les autres projets, je dirais qu'il faut de solides raisons pour s'en passer et surtout se remettre en question. Quand on commence à avoir une grosse latence entre les développements et les mises en production parce qu'il y a beaucoup de bugs, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, faut peut-être se poser la question, ouais mais si je changeais mon process qualité et que j'adoptais une autre approche. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert aux questions si on a le temps. Ça va, j'en ai pas perdu, personne ne dort, ça c'est bien, malgré la pizza. Il y en a qui sont complètement réfractaires au test ou ça ne s'applique pas à ce que vous faites? Ça ne s'applique pas. Comme tu disais, si ça ne s'applique pas, il y a peut-être des questions à se poser. Ouais. Le plus difficile, je pense, c'est quand tu as commencé à fonctionner et que tu te dis qu'il faut que tu changes justement toute la méthode de travail. C'est entre guillemets réussir à mesurer le temps que ça va te coûter de changer de méthode de travail. Et quand tu as déjà des applications qui sont posées, qui sont en prod, qui mesurent des milliers de lignes de code et qui sont éclatées au possible en termes de fonctionnalité, comment tu poses parce qu'en gros, à un moment, tu arrêtes de produire pour faire de la qualité en interne. Ouais. Parce que si tu arrêtes de produire, tu n'as plus de pognon, si tu n'as plus de pognon, tu n'as plus de pognon pour la qualité. Ouais, clairement. Là, on parle. Ouais. Tu vois, et je suis clairement là-dedans en fait. C'est rapidement 3 ans d'ingénierie pour monter un framework qui nous est propre, test unitaire 0. Je sais qu'il est fiable parce qu'on y passe du temps. Par contre, c'est vrai que j'aimerais gagner en sérénité pour augmenter l'équipe technique et m'assurer que le premier rigolo qui va aller bricoler dans le framework, il ne va pas me péter la moitié des livres parce que là, c'est des helpers qui vont redresser plusieurs applications. La criticité, elle est monumentale. Je suis en plein dedans. Je suis complètement convaincu par ce que tu dis. Je me pose encore la question de comment je vais changer en fait la méthode de travail, organiser tout ça. Pas dire en limitant les coûts, parce qu'il y en aura. Quand tu fais de la qualité, c'est un investissement avant tout. Mais j'ai pas encore fait le pas, en fait. Je me pose la question de comment je vais faire. Il faut que je le fasse. Plus j'attends, plus ça me coûte cher. Oui. En technologie, je veux dire. Oui. Puis, c'est un peu une question ouverte, en fait. C'est, à mon avis, le bien fondé de faire du test. Celui qui dit le contraire, faut le bannir. Et pourtant, tu as vu la liste d'arguments, hein, et ça, c'est des trucs qui s'entendent. Et dans le contexte, clairement, dans la boîte, je suis dit, hein, ça fait pas du tout l'unanimité, quoi. Parmi les développeurs back-end. Je rappelle les règles, hein, on est libre de dire ce qu'on veut. Ah oui, mais je n'agresse pas monsieur. Non, bien sûr, on est libre d'avoir l'opinion, le tout est de les justifier. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, clairement, en fait, c'est difficilement rattrapable d'après se lancer dans cette démarche de test et surtout de vouloir couvrir des choses anciennes. Parce qu'elles ont été écrites il y a longtemps, donc forcément pour écrire des tests derrière qui soient adaptés, il va falloir se replonger dedans et deviner. Là, on se base sur l'implémentation, donc on fait le travail inverse, et c'est l'approche à éviter. Cela dit, je pense que dans un projet d'ampleur, il est jamais trop tard. Rien n'empêche de commencer à travailler là-dessus. Alors, tu vas voir si toute ta couverture, si ton code précédent était couvert, forcément, parce que tu n'auras pas la garantie de ne pas avoir de régression à ce niveau-là, mais au moins tu entames la démarche et tu habitues aussi à faire ça, quoi. Et bon, ils verront certainement un intérêt limité parce que tu ne peux pas te baser 100% là-dessus, du coup, pour ça, mais à terme, de toute façon, tu perdras pas. Difficile. Après, tu as mentionné aussi un truc intéressant, c'est l'idée de framework.
clairement, il faut se poser la question. Si tu as un framework, tu es sûr que tes CRUD, il fonctionne, c'est bon, c'est matché, c'est inné au langage et au framework, pas la peine de tester des CRUD. Clairement, ça sert à rien. Si c'est dépendant vraiment du framework, ça vaut pas le coup. Par exemple, ici sur le Golang, on travaillait avec un ORM assez jeune, qui fonctionne, mais qui peut avoir pas mal d'effets de bord selon la syntaxe à laquelle on utilise. Et notamment pour des développeurs juniors, qui ne sont pas habitués à ça. D'où l'intérêt effectivement de tester même des CRUD basiques, de les couvrir là-dessus, pour garantir qu'il n'y ait pas des effets de bord, quoi. Le métier pour faire du pur technique, évidemment. Sur ce framework, il te permet, en termes de performance, c'est un truc de malade. Si tu veux, je te laisse rechercher. Tu cherches le framework qui éclate à 80% tous les autres frameworks de PHP en performance. Ah ok, il me donne des devoirs. Et oui, en fait, on s'est basé sur ce framework pour nous appeler la... notre roue et on ne va pas la refaire à chaque fois qu'on fait une application. La possibilité de rendre scalable en fait toute la maintenabilité de ton parc logiciel parce qu'il repose sur une structure qui est à toi. Et donc il fonctionne comme tu en as envie et qui facilite le développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on crée une application, on part direct sur le fonctionnel, il n'y a rien d'autre à faire. Ah oui, ok. Tu vas dans le fonctionnel direct. Ok. Donc, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'en partant, je m'ennuie un peu le temps, en même temps je vais énerver. Mais ouais, non, en fait, effectivement, je pense que pour conclure, c'est oui, la techno en soi, si elle fonctionne aujourd'hui, tant mieux, mais mettre en place sur les nouveaux projets. Et puis si à un moment ton bug, tu vois qu'il vient de ta techno, tu sais où tu vas. Exactement. Ouais. Avec des tests très ciblés à nouveau pour que tu puisses vraiment voir le problème assez vite, quoi. Ouais. Merci à toi. Ça arrive là? Oui, on pratique des bug bounty, du coup. Bug bounty. Bug bounty? Ouais, c'est quoi? C'est un outil? C'est les testeurs en fait, font ça, le bug bounty. Ils vont chercher. En fait, il y a des chasseurs qui vont chercher les bugs dans telle solution. Ah ok, ouais. Donc ça c'est vraiment un boulot à part entière, quoi. Je crois que c'est quand même plus sur la notion de cybersécurité. Ouais. C'est de trouver des failles. Effectivement, c'est trouver des bugs, mais c'est par le biais de failles. Ouais, test des limites. Oui, effectivement, après derrière, il peut y avoir un test unitaire pour contrecarrer le bounty aussi. Ouais, je suis pas spécialisé, mais ça doit être plus de l'investigation, effectivement, et tester des failles et des choses comme ça, quoi. Généralement, c'est un process qui est mis en place par les détenteurs du projet. Ok. Et qui en fait exposent le produit à des experts en cybersécurité pour pouvoir trouver des failles. Mais c'est Ok. Après, derrière, il peut y avoir des tests effectivement pour couvrir. Oui, bah là on est carrément dans une approche complémentaire, hein, parce que ça c'est pas, tu peux pas tout détecter avec les tests unitaires, surtout si tu te centres sur du fonctionnel, donc l'ensemble des règles métiers. Donc clairement, si tu as une application un peu sensible, tu peux faire un audit comme ça, mais c'est complémentaire, quoi. Ça va ? Survécu. Merci à tous. Merci.